Donc, cinquième podcast de cette première partie du module de démarche statistique. On va continuer dans le prolongement du dernier podcast sur le dernier type d'effet que l'on verra dans cette première partie, à savoir l'effet linéaire, ou en d'autres termes l'effet d'une variable quantitative ou numérique sur une autre variable quantitative ou numérique. L'exemple que l'on a un peu en filigrane pour illustrer un peu mes propos, c'est le lien entre en variable réponse le pourcentage de viande maigre et en variable explicative l'épaisseur de gras. Donc toujours pareil, mais de manière encore plus grossière, je resitue ce que je vais présenter là par rapport au plan général. Donc on a commencé par voir ce que c'était, ce que signifiait un effet à l'échelle d'une population, comment est-ce que l'on décide au sujet de cet effet sur son existence à partir de données échantillonnées. On a abordé dans le détail, dans pas mal d'aspects, un type d'effet particulier qui est l'effet groupe, c'est-à-dire la possibilité que des différences existent entre les répartitions d'une variable réponse au sein de différents groupes de population. Et à ce sujet, en abordant ce sujet, on a introduit deux tests, les deux seuls tests que nous verrons d'ailleurs, le test de Fisher et le test de Student. Et puis on avait commencé lors du dernier podcast à aborder la question de l'effet linéaire en introduisant la notion de corrélation linéaire pour mesurer l'évidence d'un effet linéaire entre deux variables. Ensuite on a introduit le modèle de régression linéaire. On a même introduit la méthode d'estimation, toujours la même, estimation par la méthode des moindres carrés. Et puis on va aborder aujourd'hui les questions d'intervalle de confiance pour les coefficients, pour voir un peu comment ça fonctionne et en tirer des conclusions sur les dispositifs qui favorisent une bonne précision de l'estimation. Test de Fisher aussi associé à ce modèle-là, et puis on terminera par une sorte d'ouverture à la suite du module et à la prise en compte de plusieurs effets simultanément. Donc voilà, alors pour parler d'intervalle de confiance, je vais en parler de manière, sans trop rentrer dans les détails techniques, même si je le fais un tout petit peu ici, juste pour vous dire que donc ce qu'on avait vu lors du dernier podcast, c'est la formule des estimateurs des moindres carrés de bêta 0 et bêta 1. Je vais juste m'attarder ici sur l'estimateur de bêta 1, je pourrais le faire de la même manière sur l'estimateur de bêta 0, mais ce serait exactement le même discours, donc c'est plus simple à voir sur bêta 1. Bêta 1 chapeau, donc l'estimateur des moindres carrés de bêta 1, j'ai dit dans le dernier podcast que c'était le rapport entre la covariance entre x et y et la variance de x. Si je remplace la covariance entre x et y par sa formule, à savoir la somme des xi moins x bar, yi moins y bar sur n-1, j'obtiens cette formule un peu plus détaillée ici. Et cette formule plus détaillée, d'abord je peux faire remarquer que je peux enlever le y bar ici parce que quand je vais développer le xi moins x bar, je vais avoir une somme des xi moins x bar fois y bar, et cette somme de xi moins x bar elle vaut 0, donc on peut très bien l'enlever le y bar ici, ce qui revient à cette formule là, et cette formule là, ça peut être vu comme une moyenne, 1 sur n, enfin 1 sur n-1, mais c'est toujours la même question sur les degrés de liberté, 1 sur n-1 ou 1 sur n fois la somme de i égale 1 à n des xi moins x bar sur s carré x, y. Donc c'est une moyenne pondérée des observations de y. Ce poids là, 1 sur n-1 xi moins x bar s carré x, je le mets dans une notation que j'appelle oméga i de x, oméga étant la lettre en général réservée pour des pondérations. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que pour estimer bêta 1, je fais une sorte de moyenne pondérée des valeurs de yi, et le poids, il est d'autant plus grand que la valeur de xi est éloignée de x bar. Donc quand xi est proche de x bar, le poids est proche de 0. Quand la valeur de xi est éloignée de x bar, alors le poids est plus grand. Ça, c'est pour estimer bêta 1. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que ça veut dire que les estimateurs des moindres carrés, ce sera le cas de manière un peu générale, comme ce sont des combinaisons linéaires des y, et que l'on a fait l'hypothèse que les y étaient distribués selon une loi normale, et ça va aussi distribuer selon une loi normale, ce qui veut dire que dans tous les modèles que l'on va voir,
en régression, en analyse de variance, on aura toujours des intervalles de confiance de la forme une valeur centrale, plus ou moins le quantile qu'il faut. Alors on va rentrer dans les détails, mais en général c'est pas loin de 2, multiplié par l'écart type de l'estimateur. Donc pour pouvoir construire un intervalle de confiance pour bêta 1, ce qui va me manquer, c'est juste le calcul de l'écart type de l'estimateur. Alors l'écart type de l'estimateur, je vais vous le donner ici, je vais pas vous faire le calcul, mais il est facile à faire en réalité, mais ça prend du temps, puis c'est pas forcément très informatif au niveau où nous on aborde le cours. L'idée c'est que donc comme c'est une combinaison linéaire, ici comme bêta 1 chapeau est une combinaison linéaire des YI, j'ai besoin de savoir donc comme c'est une combinaison linéaire, ça suit une loi normale, ça je viens de le dire, donc j'ai besoin pour caractériser complètement cette loi normale de connaître son espérance et sa variance. Ce que je vous dis, et ce qui est assez facile à vérifier, c'est que son espérance c'est égal à bêta 1, donc bêta 1 chapeau est un estimateur non biaisé de bêta 1, et sa variance, elle s'écrit sous la forme sigma carré sur n-1 multiplié par 1 sur s carré x. Alors ça c'est la formule de la variance. Je passe un petit peu de temps dessus parce que c'est intéressant de s'attarder sur un indicateur de variance, puisque l'indicateur de variance mesure la précision de l'estimation. Plus la variance d'estimation est faible, meilleure est la précision. Donc qu'est-ce qui va faire que la variance va être faible? D'abord, il faut que sigma carré soit faible pour que la variance soit faible. Sigma carré, c'est la variance résiduelle. Donc je vous ai dit, je voulais aussi présenter un peu de manière géométrique à partir du nuage de points. Ça mesure la dispersion des points autour de la droite de régression. Donc si les points sont peu dispersés autour de la droite de régression, autrement dit si le modèle linéaire est très évident, alors sigma va être petit et donc on aura une bonne estimation, une bonne précision de l'estimation de bêta 1. Ok, donc ça en fait ce sigma là, on ne peut pas trop jouer dessus, il est imposé par le choix de x et de y. Quand vous choisissez une variable explicative x pour expliquer y, vous subissez cette valeur de sigma qui est propre au modèle qui relie y à x. Alors, vous avez d'autres leviers pour améliorer la précision de l'estimation, donc pour réduire cette variance-là. Parmi les leviers, il y en a un qui est classique, c'est la taille d'échantillon, puisque vous voyez ici qu'elle apparaît au numérateur, ce qui veut dire que, évidemment, ce qui est classique, quand la taille d'échantillon augmente, ça fait baisser la variance. Donc même si vous avez un modèle qui est pas très propre, pas très bien ajusté, avec un sigma qui est élevé, vous pouvez quand même améliorer l'estimation du coefficient bêta 1 en augmentant la taille d'échantillon. Et ce qui est nouveau, ce qui apparaissait pas en analyse de variance à un facteur, c'est ce coefficient-là, 1 sur la variance de x. Alors comment est-ce qu'il s'interprète? De la manière suivante, plus vous avez des x qui vont être dispersés, meilleure va être la précision de l'estimation. L'idée est assez intuitive finalement. Si vous voulez estimer une droite de régression, ne vous contentez pas de prendre un paquet de x très resserré avec très peu de dispersion parce que vous allez avoir beaucoup de variabilité pour estimer notamment le coefficient directeur de cette droite. Vous allez avoir des points supports qui vont être trop proches et du coup ça va générer une instabilité dans l'estimation du coefficient directeur. Au contraire, choisissez des points qui sont les plus éloignés possibles, choisissez une dispersion la plus grande possible des x, de telle manière à avoir des points supports pour la droite de régression qui soient les plus solides possibles, les plus éloignés et donc les plus solides possibles pour estimer le coefficient directeur. Et donc plus la dispersion est grande, plus la variance d'estimation est petite et donc plus la précision d'estimation est grande. En résumé, l'erreur d'estimation, donc l'écart entre bêta 1 chapeau et bêta 1 chapeau moins bêta 1, ça suit une loi normale d'espérance nulle, ça c'est le fait que l'estimateur soit non biaisé, et d'écart type, sigma sur racine de n-1 fois 1 sur l'écart type de x, 1 sur sx. Donc cette diapositive rappelle aussi ce que je viens de dire. Pour améliorer la précision d'estimation, il faut que sigma soit le plus faible possible, que la taille d'échantillon soit la plus grande possible, et puis, ça c'est nouveau, il faut que les valeurs de x, les valeurs de la variable explicative, soient les plus dispersées possibles.
Alors dans l'exemple qui nous concerne, avec l'épaisseur de gras, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais je peux vous dire que l'échantillon des 60 cochons, là, il a été choisi de telle manière à avoir à la fois des cochons plutôt maigres et des cochons plutôt gras, de telle manière à favoriser une dispersion des épaisseurs de gras sur une plage d'observation la plus large possible. Donc voici donc le résumé du coup, on a tout ce qu'il faut pour construire un intervalle de confiance, donc voici le résumé des intervalles de confiance pour bêta 0 chapeau et bêta, enfin pour bêta 0 pardon et pour bêta 1, à partir de bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau. Donc je tiens le même discours que ce que je viens de tenir pour bêta 1 chapeau, mais cette fois pour bêta 0 chapeau, ça suit aussi une loi normale. Bêta 0 chapeau moins bêta 0 et bien d'espérance nulle. On a aussi un estimateur non biaisé pour bêta 0 et la variance de l'estimateur bêta 0 chapeau, elle vous est donnée ici. Elle ressemble beaucoup à la variance pour bêta 1 chapeau. Je pourrais tenir le même discours sur le rôle de sigma, de n et de s carré x. Il y a juste un terme ici qui se rajoute, n-1 sur n, donc qui est proche de 1, qui va se rajouter pour la variance. Je vous ai pas montré comment on arrive à ces formules-là, mais faites-moi confiance, ce sont les formules de variance. Si vous avez des questions un peu techniques, je pourrais y revenir dans les classes virtuelles. Et donc, maintenant qu'on connaît l'écart type, eh ben, on applique ce que l'on sait faire dans le cas d'estimateurs qui suivent des lois normales, c'est-à-dire pour construire un intervalle de confiance de niveau de confiance 1 moins alpha, je prends comme centre d'intervalle de confiance l'estimation, bêta chapeau j, et puis ensuite comme valeur inférieure de l'intervalle de confiance, j'enlève à cette estimation, donc je vais à moins, le quantile qu'il faut multiplié par l'écart type de l'estimateur, et pour la bande supérieure, le quantile qu'il faut multiplié par l'écart type de l'estimateur. Le quantile qu'il faut, je précise ce que ça veut dire, c'est le quantile d'une loi de student. Les degrés de liberté, c'est n-2 parce que ce sont les degrés de liberté de la résiduelle du modèle. L'ordre du quantile, c'est 1 moins alpha sur 2, c'est-à-dire 97,5%, lorsque l'on a alpha qui vaut 0,05, pour garantir que on a bien 95% des valeurs plausibles de bêta j dans l'intervalle de confiance, au niveau de confiance 1 moins alpha, c'est-à-dire 1 moins alpha, 95%. Ce quantile, je dis toujours le quantile qu'il faut parce que, comme vous savez, mais je réinsiste un peu là-dessus, il est, en gros, il vaut 2 ce quantile. Donc, soit n est très très grand et il va plutôt être inférieur à 2, de l'ordre de 1,96, soit n est petit, de l'ordre de la dizaine, et là il va falloir au contraire avoir une valeur un peu plus grande que 2, et ça peut monter jusqu'à 2,2 ou 2,3. Donc le détail de ce quantile, il est donné par les degrés de liberté et l'ordre du quantile évidemment, mais si vous prenez un alpha qui vaut 0,05, retenez que c'est à peu près 2. Je vous montre comment est-ce qu'on obtient ces intervalles de confiance dans R, sur les coefficients. Donc je reviens sur le script, cette fois-ci le script qui s'appelle session5.r. Comme j'en ai pris l'habitude maintenant, je déclare le répertoire de travail. C'est le répertoire que vous devez modifier chez vous, qui contient les données pic.txt, et donc de cette manière, je vais rajouter l'argument ici que j'ai oublié. Voilà. De cette manière, je vais pouvoir importer les données dans la session. Bon, des données que vous connaissez maintenant, 60 individus qui sont des cochons, 4 variables numériques, le pourcentage en viande maigre, 3 épaisseurs de tissu, donc 2 épaisseurs de gras et une épaisseur de muscle, et puis les 2 dernières colonnes, le sexe, variable catégorielle avec 2 modalités femelle et mâle, et le type génétique, variable catégorielle avec 3 modalités, P0, P25 et P50. Je vous l'ai montré la fois précédente aussi, je sais estimer le modèle de régression linéaire simple avec la fonction LM. LMP est expliqué par BFAT, le est expliqué est symbolisé dans R par le tilde là, donc ça c'est ce qu'on appelle la formule du modèle. Data égale DTA pour lui dire où est-ce qu'il va trouver les données correspondant à LMP et BFAT. Je lance la commande.
Et puis j'ai une fonction qui s'appelle confint, comme confidence interval en anglais, confint, qui va s'appliquer à lmp.lm. Je lui donne ici le niveau de confiance, level, 0,95, mais c'est juste pour vous montrer en fait, parce que si je le mets pas, si je me contente de mettre confint de lmp.lm, fermer la parenthèse, par défaut il va considérer que c'est 95%. Je lance juste cette commande là pour que vous en ayez, pour que vous voyez ce que ça rend. Ça retourne un tableau avec en ligne les deux coefficients, bêta 0 et bêta 1. Bêta 0 sur la première ligne, bêta 1 sur la deuxième ligne. Et puis, dans la première colonne, la valeur inférieure de l'intervalle de confiance. Et dans la deuxième colonne, la valeur supérieure de l'intervalle de confiance. Donc, comment est-ce qu'on obtient cette valeur inférieure? On prend la valeur estimée du coefficient, que j'ai ici, 71,06. Vous voyez que c'est au centre de l'intervalle de confiance sur la première ligne ici. Moins 0,86, c'est au centre de l'intervalle de confiance sur la deuxième ligne. Et puis dans les deux cas, je fais plus ou moins, selon que je regarde la valeur supérieure ou inférieure, le quantile de la loi de Student. Ici, je vais vous montrer ce que c'est que ce quantile. Je prends le quantile d'ordre 0,975 d'une loi de Student. C'est la fonction Q comme quantile et T comme Student qui va me donner ça. Et les degrés de liberté ici, c'est 58. Ça fait 2. Donc on est, quand je disais que c'était pas loin de 2, là j'étais encore plus précis que ça. C'est égal à 2. Donc plus ou moins 2 fois l'écart type des estimateurs. Et l'écart type des estimateurs, ils vous sont donnés, ces deux écarts types, dans les formules qui sont ici. Voilà, donc maintenant je mets tout ça dans un même tableau grâce à la fonction cbind. Alors cbind, ça veut dire column bind, donc ça veut dire colle. Bind, c'est coller, mettre côte à côte en colonne les coefficients et l'intervalle de confiance pour qu'on ait une vision d'ensemble des coefficients avec leur intervalle de confiance. Donc dans la première colonne, j'ai les estimations par la méthode des moindres carrés, et dans les colonnes suivantes, j'ai les valeurs inférieures et supérieures de l'intervalle de confiance de niveau 95%. Ok, je reviens un peu sur le diaporama, parce que bon, voilà, là on a construit avec la méthode classique, rien de nouveau sur le principe en fait, les intervalles de confiance sur les coefficients, mais en régression linéaire simple, ou en régression tout court d'ailleurs, il y a quelque chose d'un peu nouveau par rapport au modèle d'analyse de la variance, c'est que on utilise ces modèles-là souvent pour prédire. C'est le cas notamment pour cette problématique-là dans laquelle j'essaie d'expliquer la teneur en viande maigre à partir de l'épaisseur de gras. En pratique, ce modèle-là va me servir à prédire quel est le pourcentage de viande maigre d'une carcasse simplement en observant son épaisseur de gras. Et donc, je vais avoir besoin plutôt, dans cette situation-là, d'intervalle de confiance sur la prédiction. Alors, je vais introduire un autre concept du coup qui est plus adapté, qui s'appelle la bande de confiance. Et la bande de confiance, c'est l'ensemble des intervalles de confiance que je peux construire autour de la prédiction de Y pour un individu qui a comme valeur de variable explicative une valeur X, que je note ici, X étoile. Donc c'est l'ensemble des intervalles de confiance pour la valeur bêta 0 plus bêta 1 X étoile. Bêta 0 plus bêta 1 X étoile, c'est la droite de régression. Je veux construire un intervalle de confiance là-dessus, en m'appuyant évidemment sur l'estimation de bêta 0 plus bêta 1 X étoile, qui est bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau X étoile. Alors, comme bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau sont des combinaisons linéaires des Y, et bien vous devinez que bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau X étoile, c'est aussi une combinaison linéaire des Y. Donc je rentre pas dans le détail calculatoire, mais on peut écrire ça sous la forme somme des HI qui dépend de X et de X étoile des YI. Et les HI là sont des poids. Donc c'est comme si on faisait une moyenne des Y avec des nouveaux poids ici qui sont les HI. L'important c'est que ce soit une combinaison linéaire des YI, ça veut dire que je peux aussi construire un intervalle de confiance basé sur la normalité, le fait que ça se distribue selon une loi normale. Cet estimateur-là suit une loi normale, donc on peut même montrer que ça suit une loi normale
de même espérance que ça, puisque bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau sont des estimateurs non biaisés. Et donc le principe de construction d'intervalle de confiance va être le même, à savoir, je pars de la valeur y chapeau, là, bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau x étoile, plus ou moins à peu près 2, qui est le quantile, multiplié par l'écart type de y chapeau. Alors je passe dans R pour vous montrer comment ça se passe. Et je vais prendre simultanément deux valeurs de x, donc les fameux x étoiles dont je parle dans le diaporama. Je prends un premier x qui vaut 12 mm et un deuxième qui vaut 23 mm. Je mets ça dans un vecteur grâce à la fonction petit c. Voilà, j'ai créé un vecteur qui prend les deux valeurs 12 et 23. Ensuite, je vais calculer la valeur prédite du pourcentage de viande maigre pour ces deux valeurs de x, 12 et 23 mm. Pour ça, j'utilise la fonction predict que j'applique à l'objet lmp.lm, donc qui contient toutes les informations sur le modèle, donc en particulier les estimations de bêta 0 et bêta 1. Je lui dis qu'il faut appliquer ce modèle pour prédire à un nouveau jeu de données, new data, et ce nouveau jeu de données contient une seule colonne, bfat, avec les deux valeurs de x qui m'intéressent, donc 12 et 23 mm. Et puis je lui dis, l'intervalle que tu vas calculer, c'est un intervalle de confiance sur ces valeurs-là. Donc pour ça, je lui dis intervalle égale confidence. Je précise pas level égale 0,95, je pourrais le faire, mais c'est l'option par défaut. Donc je lui donne ça, pred, et voilà les valeurs prédites, directement mises dans un tableau. La première colonne fit, alors fit en anglais ça veut dire ajusté, ce sont les valeurs prédites. Donc pour un individu pour lequel x vaut 12 mm, on a une teneur en viande maigre prédite de 60,70, et quand x vaut 23 mm, donc le cochon est plus gras, la pourcentage en viande maigre aussi est plus bas, donc 51,20. Et donc voilà les valeurs de l'intervalle de confiance. LWR c'est un raccourci pour lower, la borne inférieure, et UPR un raccourci pour upper, la borne supérieure. Donc comment est-ce qu'on obtient ça? On prend la valeur ajustée, plus ou moins 2 fois l'écart type de cette valeur-là. Et on obtient ça. Alors vous voyez que ça fait des intervalles de confiance qui sont assez petits. Ici, on a le sentiment d'une assez bonne précision. Et pourtant, ce dont il faut avoir conscience, et je vais revenir là-dessus et insister là-dessus, c'est que ce qu'on est en train de faire là, c'est calculer un intervalle de confiance, non pas sur une prédiction future sur de nouveaux individus, mais juste sur la valeur ajustée sur la droite de régression. Autrement dit, l'idée c'est que si je reprends un échantillon si je retire un échantillon de la même taille, avec 60 cochons, eh bien, la droite de régression va forcément varier un petit peu dans son estimation, puisque j'aurai pas les mêmes données. Et si je fais ça une infinité de fois, je vais observer des variations, et ces variations vont se traduire par une variation sur l'estimation bêta 0 et bêta 1, qui va induire aussi une estimation sur la valeur prédite pour les deux individus qui m'intéressent ici, avec 12 et 23 mm. Et c'est cette variation qui se traduit par un intervalle de confiance de niveau 95% ici. Par contre, on ne répond pas à la question suivante, et il faut faire attention à ne pas tomber dans cette confusion-là. Si j'ai un individu nouveau qui arrive avec une épaisseur de gras de 12 mm, alors je ne peux pas garantir que sa valeur prédite va être comprise entre 60,07 et puis 61,32. Ça répond à une autre question qui est l'intervalle de confiance de prédiction. Alors je vais un peu révéler les choses, puis on va retourner sur les formules après. Donc, je reprends presque la même commande. La seule chose que j'ai modifiée, c'est au lieu de mettre intervalle égale confidence, je mets intervalle égale prediction. Mais c'est presque la même chose. Je lance ça, et voilà ce que j'obtiens. Vous voyez que en lui demandant non pas un intervalle de confiance avec intervalle égale confidence, mais avec intervalle égale prediction, j'ai évidemment les mêmes valeurs prédites, mais j'ai pas le même intervalle de confiance. J'ai un intervalle de confiance beaucoup plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Dans ce deuxième calcul, je réponds là pour le coup à la question. Si j'ai un nouvel individu qui apparaît,
Dans quel intervalle il faut que je m'attende à voir la valeur de son pourcentage de viande maigre, sachant qu'il a une épaisseur de gras de 12 mm pour la première ligne et de 23 mm pour la deuxième ligne. Et bien voilà l'intervalle auquel il faut que l'intervalle de confiance dans lequel je dois m'attendre à voir la vraie valeur du pourcentage de viande maigre. Donc, vous voyez que l'intervalle est beaucoup plus grand et que donc il faut en déduire que en termes d'estimation, la valeur ajustée sur la droite de régression, elle va assez peu bouger. Par contre, en termes de prédiction, il faut que je prenne en compte l'incertitude du modèle en plus. Et l'incertitude du modèle, elle est énorme ici. On voit bien que le nuage de points se répartit de manière assez dispersée autour de la droite de régression. Et la prise en compte de cette incertitude augmente la taille de l'intervalle de confiance. C'est ce que l'on va ici, on va revenir sur cet aspect à partir des formules du cours. Donc, je suis toujours, alors je reviens un petit peu en arrière, je suis toujours sur l'intervalle de confiance basé sur ce Y chapeau là. Donc je cherche à construire un intervalle de confiance sur bêta 0 plus bêta 1 X étoile, c'est-à-dire un intervalle de confiance sur la droite de régression. Donc je rappelle que le Y chapeau en moyenne il vaut bêta 0 plus bêta 1 X étoile, c'est-à-dire que Y chapeau est un prédicteur non biaisé de la valeur sur la droite de régression. Et il me reste à connaître ici la variance de Y chapeau. Et cette variance, je vous en donne la formule là. Donc on va retrouver le sigma carré sur n avec le même discours sur plus sigma est petit, meilleure est la précision de la prédiction, plus n est grand, meilleure est la précision. Et puis il y a ce terme correctif là. Alors ce terme correctif, je m'y attarde un tout petit peu pour vous dire que il est d'autant plus grand que X étoile est éloigné de X bar. Ça veut dire que si vous prédisez quelque chose qui se passe autour de la moyenne, vous allez avoir une meilleure précision que si vous prédisez quelque chose qui se passe aux extrémités et donc loin de la moyenne. Mis à part cette remarque-là, techniquement, l'intervalle de confiance qu'on obtient donc dans R avec intervalle égale confidence, il s'obtient comme ça. C'est la valeur prédite, plus ou moins, le quantile toujours le même, le quantile qu'il faut, multiplié par ce truc-là, et ce truc-là, c'est une estimation de l'écart type dont le carré est donné ici. J'ai remplacé sigma par sigma chapeau, et c'est tout ce que j'ai fait pour obtenir cette valeur-là. Donc, on parle de bande de confiance. Vous voyez que là, en fait, ça dépend, la largeur de la bande de confiance dépend de X étoile, sous forme d'ailleurs d'un polynôme de degré 2. En pratique, si on devait la construire et la matérialiser sur le graphique, ça voudrait dire qu'on a une bande très étroite, enfin plus étroite au niveau de X bar, et quand on s'éloigne de X bar, ça devient de plus en plus grand, ça forme une espèce de tube dont la valeur minimale est atteinte en X bar. Ça, c'est ce qu'on obtient, enfin le résultat qu'on a là, c'est ce qu'on obtient avec l'option intervalle égale confidence. Maintenant, lorsque je cherche à construire un intervalle de confiance sur la prédiction pour une nouvelle carcasse dont je ne connais pas la valeur de Y, il va falloir que je prenne en compte aussi la variance de cette nouvelle valeur que je ne connais pas et que j'appelle ici Y étoile. Donc l'estimation de la valeur de Y pour ce nouvel individu, que j'appelle Y étoile, cette estimation je l'appelle Y étoile chapeau, c'est la prédiction. Elle a les mêmes propriétés que le Y chapeau que j'ai présenté précédemment, c'est-à-dire que l'espérance de l'erreur de prédiction, c'est-à-dire la différence entre Y étoile et son prédicteur, est nulle. Et la variance, elle ressemble, mais si vous regardez dans le détail, vous verrez que il y a un sigma 2 qui se rajoute ici. Ce sigma 2, il est dû à la variance de Y étoile. Enfin, le fait que le sigma 2 se rajoute, ça explique que l'intervalle de confiance va être plus grand lorsque l'on calcule ça pour une prédiction pour un nouvel individu par rapport à la situation précédente où on s'intéressait juste à cadrer dans un intervalle de confiance la valeur ajustée sur la droite de régression.
Donc, juste je reviens un petit peu dans R. La différence qui existe entre les valeurs du tableau ici, où on a pris intervalle égal confidence, et les valeurs du tableau ici, avec intervalle égal prediction, elle réside dans le fait que dans le calcul de l'écart type de l'erreur de prédiction, ici il y a un sigma 2 qui n'apparaît pas et qui apparaît ici. Et comme le sigma 2 est assez grand, eh bien ça se traduit par un intervalle de confiance plus grand. Mais en pratique, la manière dont j'interprète ces deux choses-là, c'est si je dois répéter une infinité de fois cette expérience, je vais observer que la valeur ajustée sur la droite de régression, dans 95% des cas, pour un individu dont l'épaisseur de gras vaut 12 mm, elle est comprise entre 60,07 et 61,32. Maintenant, si je dois prédire la valeur d'un nouvel individu dont l'épaisseur de gras vaut 12 mm, alors je peux affirmer que dans 95% des cas, elle sera comprise entre 56,26 et 65,14. Intervalle de confiance d'ajustement en haut et intervalle de confiance de prédiction en bas. Attention, c'est pas le même argument et ça répond à deux questions différentes. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'intervalle de confiance. Je vais passer sur une autre partie qui concerne le test, mais là vous verrez, et ce sera le cas d'ailleurs dans la suite du module, que le principe du test de Fisher va être exactement le même. Donc le test vise ici à répondre à la question, est-ce que je peux considérer que de manière significative, il y a bien une relation entre Y et X? Ça revient à tester, ou à comparer plutôt deux modèles. Le modèle sous H0, que j'appelle ici M0 et qu'on appelle le modèle nul, c'est le modèle dans lequel il n'y a pas d'effet de X sur Y. Donc bêta 1 est égal à 0. Bêta 0 plus epsilon, il n'y a plus de bêta 1x. Et donc la somme des carrés des écarts résiduels s'écrit somme de i égale 1 à n des yi moins y bar au carré. C'est juste une quantité qui mesure la variation des valeurs de y. Ça mesure la qualité d'ajustement du modèle nul. Et puis, sous l'hypothèse alternative, sous H1, il y a bien un effet de x sur y, donc je pars avec ce modèle-là. Et ce qui mesure la qualité d'ajustement de ce modèle, c'est RSS, c'est-à-dire la somme des yi moins yi chapeau carré. Donc il faut que je compare le modèle avec effet de x sous H1 au modèle sans effet de x sous H0. Et pour comparer, j'ai un outil qui est cette somme des carrés des écarts résiduels. Je compare RSS0 à RSS. Alors j'utilise pour ça une équation d'analyse de la variance qui ressemble vraiment à celle que j'ai introduite pour l'effet groupe. RSS0, c'est-à-dire ce truc-là là, qui mesure juste la variabilité de y autour de sa moyenne générale. yi moins y bar, donc la somme des carrés des yi moins y bar. Je décompose ça en deux. Ce truc-là, c'est la même chose. C'est RSS0 moins RSS. C'est la même chose que ça, sauf que j'ai remplacé des yi par des yi chapeau. Donc ça mesure la variabilité des valeurs ajustées sur la droite de régression, des yi chapeau. Et le terme qui est ici, c'est RSS, somme des yi moins yi chapeau carré. Donc de la même manière, on a une décomposition qui nous dit, ça c'est la variabilité totale des données, ça c'est la variabilité expliquée par x, puisque les yi chapeau ici sont expliqués par x, et ça c'est la variabilité qui n'est pas expliquée par x, puisque c'est la variabilité résiduelle. Donc une manière de visualiser un peu cette différence entre le modèle nul et le modèle avec l'effet de x, de manière à visualiser quelle est la qualité de l'ajustement du modèle avec l'effet de x, et ben c'est de comparer la variabilité qui est ici, RSS0 moins RSS, donc la variabilité des données ajustées avec la variabilité des données brutes. Donc c'est un graphique classique que l'on peut faire dans R. Je prends les valeurs ajustées que j'obtiens avec la fonction fitted appliquée à l'objet lmp.lm et je fais un graphique en utilisant la fonction plot avec les abscisses d'abord, les ordonnées après. Les abscisses, ce sont les valeurs observées des pourcentages de viande maigre, et fit, ce sont les valeurs prédites ou ajustées par la droite de régression. Le reste, ce sont des arguments esthétiques, donc PCH égale 16 pour que les points soient matérialisés par des disques pleins. Xlim et Ylim, ce sont des valeurs limites
basse et haute de l'axe des abscisses xlim et de l'axe des ordonnées ylim. Xlab et ylab, ce sont les noms, respectivement, que l'on donne à l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, axe des abscisses, valeur observée, axe des ordonnées, valeur ajustée. Abline, j'ai déjà utilisé Abline. Ça rajoute une droite au graphique. La droite en question, c'est celle qui s'écrit sous la forme d'équation y égale x. Donc, ordonnée à l'origine est égale à 0, coefficient directeur est égal à 1. Je double l'épaisseur du trait, LWD égale 2, et je donne une couleur grise. Voilà, donc je lance ces deux commandes en cliquant sur Run, Abline. Et ce graphique-là permet de se rendre compte de la correspondance entre les valeurs ajustées et les valeurs observées. Je vais faire un petit zoom pour vous faire remarquer que ce que l'on observe là, c'est que les valeurs observées ont une dispersion qui va en gros entre 50 et 65, et que les valeurs ajustées ont aussi une dispersion qui va entre 50 et 65. Forcément, mathématiquement, la dispersion en ordonnée, elle est plus petite que la dispersion en abscisse. Je reviens sur la diapositive. La dispersion des valeurs ajustées, elle est forcément plus petite que la dispersion des valeurs observées, puisqu'il y a ce terme-là positif qui fait la différence entre les deux. RSS 0, RSS 0, il est forcément plus grand que ce truc-là. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, plus RSS est petit, donc meilleure va être la qualité d'ajustement du modèle /1, plus on aura une proximité entre la variabilité des valeurs ajustées et la variabilité des valeurs observées. Donc, sur le graphique, ça voudra dire que plus la dispersion en ordonnée est proche de la dispersion en abscisse, meilleure est la qualité du modèle. Alors, comment est-ce qu'on mesure par une seule valeur cette proximité, ou cette qualité du modèle, cette proximité entre les valeurs ajustées et les valeurs observées? Eh bien, on a exactement comme pour le modèle d'analyse de valence à un facteur, un coefficient qui s'appelle le coefficient R2, qui s'écrit sous la forme RSS0 moins RSS, c'est-à-dire la somme des carrés des écarts entre les valeurs ajustées et la moyenne, et puis au dénominateur, on a RSS0, c'est-à-dire la somme des carrés entre les valeurs observées et leur moyenne. Donc c'est le rapport entre la variabilité expliquée et la variabilité totale. Ça s'interprète comme un pourcentage de variabilité expliquée, donc si ce R2 vaut 10% comme on l'avait vu dans l'exemple de l'effet groupe, eh bien on dira que 10% de la variabilité de la réponse est expliquée par la variable explicative. C'est toujours compris entre 0 et 1. C'est ce qui fait aussi sa simplicité d'interprétation et donc sa popularité. Quand c'est proche de 0, ça traduit le fait qu'il y a une absence d'effet de x, en tout cas un effet de x pauvre. Et puis quand c'est proche de 1, au contraire, ça traduit la qualité ou l'intensité de l'effet de x sur y. Comment est-ce qu'on obtient cette valeur dans R? Je switch sur RStudio. Je vais fermer cette fenêtre qui va m'embarrasser, fenêtre graphique. Je switch là. J'utilise la fonction summary appliquée à lmp.lm, et puis au lieu de lui demander sigma comme je l'ai fait précédemment, je lui demande avec la clé $, le R2, donc R.squared, R2, et ça me donne 0,60. Donc 0,60, c'est le rapport entre la variabilité en ordonnée et la variabilité en abscisse. Si ce rapport est égal à 1, ça veut dire que les données sont complètement alignées sur la première bissectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x, et donc on a une correspondance parfaite entre les valeurs ajustées et les valeurs observées. Si le rapport est proche de 0, ça veut dire qu'en fait, ici, le nuage de points qu'on aurait ici se traduirait par quelque chose de plat, en fait, avec une très faible variation des valeurs ajustées au regard de la variation des valeurs observées. Juste un mot pour vous dire que ce R2, on peut l'obtenir aussi en prenant la corrélation de Pearson, la corrélation linéaire entre les valeurs observées et les valeurs ajustées au carré. Vous voyez, c'est exactement la même valeur qui apparaît. Ou bien la corrélation entre les valeurs observées
de LMP, et puis X, les valeurs de l'épaisseur de gras ici, au carré. C'est la même chose. Voilà. Dans le cas de la régression linéaire simple, le R2, c'est pareil que la corrélation entre les valeurs observées et les valeurs ajustées au carré, c'est pareil que la corrélation entre X et Y au carré. Alors, je reviens au diaporama. Donc jusqu'à présent, on a vraiment une analogie entre ce qu'on a fait pour l'effet groupe et l'effet linéaire. On a le modèle, le test de Fisher, le modèle, le coefficient de corrélation pour la régression linéaire simple qui mesure l'intensité du lien. On a les intervalles de confiance qui fonctionnent de la même manière. On a le R2 qui fonctionne de la même manière. Et on va introduire maintenant le test de Fisher qui fonctionne aussi de la même manière. Vous verrez, c'est la même mécanique. Donc on a deux modèles à comparer. Le modèle SWASH0 qui dit que M, le modèle avec l'effet X, ne s'ajuste pas mieux aux données que le modèle sans l'effet de X. Donc le bon modèle, c'est le modèle sans l'effet de X. Et SWASH1, le modèle M, s'ajuste mieux aux données que le modèle M0. Donc il y a un effet de X. Pour comparer les deux modèles, exactement la même technique que précédemment pour la statistique de Fisher. Je fais un rapport entre RSS0 moins RSS et RSS, et préalablement, à la fois RSS0 moins RSS et RSS ont été divisés par leur degré de liberté. Mais il se trouve que les degrés de liberté ici sont 1 pour le numérateur et n-2 pour le dénominateur. n-2 pour RSS, c'est toujours pareil, j'en ai déjà parlé, nombre de données moins nombre de paramètres. N, nombre de données, 2 paramètres, bêta 0 et bêta 1. Pour le numérateur, les degrés de liberté, une manière de voir les choses, c'est de comparer les degrés de liberté des modèles SWASH0 et SWASH1. Si vous faites ça comme ça, vous ne vous tromperez pas dans l'ensemble de ce module-là pour calculer les degrés de liberté. SWASH0, le modèle s'écrit y est égal à bêta 0 plus epsilon, donc il y a un seul paramètre. SWASH1, il s'écrit bêta 0 plus bêta 1x, il y a deux paramètres. Donc vous faites la différence entre les nombres de paramètres de ces deux modèles que vous comparez, et vous obtenez les degrés de liberté du numérateur. RSS0 moins RSS divisé par 1, c'est pour ça que je ne l'ai pas indiqué ici, divisé par RSS sur n-2. Ça c'est la statistique de Fisher. Pour répondre à cette question-là, comment est-ce qu'on l'obtient dans R? Eh ben, on utilise encore summary de l'mp.lm, et puis on lui demande de nous donner la F statistique, c'est-à-dire la statistique de Fisher. Ici, elle vaut 88,37, et on vous rappelle les degrés de liberté 1 et 58. 1 au numérateur, num df, num degree of freedom, et 58 au dénominateur, den df, dénominateur degree of freedom. Alors pourquoi est-ce qu'on vous rappelle ces degrés de liberté? Parce que le 88, il va falloir décider si c'est suffisamment grand pour qu'on rejette H0 ou bien trop petit pour qu'on rejette H0. Et c'est la loi sous H0 de la statistique de Fisher qui va nous permettre de prendre cette décision. Cette loi, c'est la loi de Fisher, bien évidemment, à 1 et 58 degrés de liberté. Et donc, pour répondre à la question finale, est-ce qu'il y a un effet de X sur Y, on lui demande la table d'analyse de variance, dans laquelle on va retrouver cette statistique de Fisher, ici. Donc comment est-ce qu'on l'obtient? Je le rappelle une nouvelle fois. On a deux lignes dans la table d'analyse de variance. L'effet de l'épaisseur de gras sur la première ligne, la résiduelle sur la deuxième ligne. Les degrés de liberté, je viens d'en parler, 1, 58. Les sommes de carrés, donc ici on a RSS0 moins RSS qui vaut 425. Ici on a RSS. Le carré moyen s'obtient en divisant la deuxième colonne somme de carrés par la première, degré de liberté. Et la statistique de Fisher 88 s'obtient en divisant le carré moyen de la première ligne par le carré moyen de la dernière ligne. Est-ce que c'est suffisamment grand pour rejeter H0? On nous dit que la probabilité que cette valeur-là soit dépassée sous H0, elle est extrêmement faible. Et donc, sans aucun souci, on peut rejeter l'hypothèse H0. Un commentaire pour comparer deux choses. On a un R2 qui vaut 0,60. On l'avait dit tout à l'heure.
On l'avait calculé tout à l'heure. Il est encore au-dessus, là, 0,60. On a R2 qui vaut 0,60. Voilà. On a un intervalle de confiance de prédiction, que je peux vous montrer aussi ici, qui était au-dessus, voilà, qui est relativement large, hein, puisque pour estimer, lorsque l'on veut prédire la teneur en viande maigre pour un cochon qui a une épaisseur de gras de 12 mm, la valeur estimée, la valeur prédite c'est 60,70, mais avec presque 10% de largeur d'intervalle de confiance. Entre 56 et 65, on a presque 10%. Donc c'est énorme, 10%, lorsqu'on veut prédire une valeur qui est autour de 60%. Donc l'impression sur la qualité de prédiction du modèle, elle est mitigée. On a l'impression que le modèle n'est pas très précis pour prédire. Le R2 n'est pas gigantesque, il vaut 0,60. Pour autant, la p-value, ici, elle est très très faible. Alors, ça c'est un point important, et il faudra faire attention à ça dans vos conclusions de vos analyses, dans vos études. Un effet peut être très hautement significatif, sans pour autant que la qualité de prédiction soit bonne. Le fait que l'effet soit très hautement significatif, ça veut juste dire que il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'il y a une relation entre x et y. Pour autant, c'est pas parce qu'on n'a aucun doute sur la relation entre x et y qu'il est facile, précis, de prédire y à partir de x. Ce sont deux choses différentes. Donc on peut très bien être amené à dire que dans ce cas-là, il y a de manière évidente, sans aucun doute, un effet de x sur y. Pour autant, la prédiction de y à partir de x, elle est de qualité modérée. Donc je reviens sur la diapositive ici, pour revenir un peu sur ce que je viens de dire. Donc pour juger du fait qu'on rejette ou non H0, il va falloir connaître la loi sous H0. Donc j'ai dit c'est une loi de Fisher à 1 et n-2 degrés de liberté, ce qui nous permet d'avoir la table d'indice de variance du modèle dans R, qui vous est rappelé, enfin dont tous les termes vous sont rappelés ici, colonne par colonne. La première colonne c'est les degrés de liberté, la deuxième vous donne les sommes de carrés, mais je viens de le dire, RSS0 moins RSS et RSS, les carrés moyens sur la troisième colonne, la statistique de Fisher sur la quatrième colonne, et puis la p-value sur la dernière colonne. Dernière partie de ce podcast, qu'il faut voir un peu comme une ouverture à la suite du module, et que j'introduis en posant une question un peu plus sophistiquée, mais du coup aussi souvent un peu plus intéressante que celle que j'ai posée jusqu'à présent. Je vais me demander maintenant si je peux considérer que la relation entre LMP, c'est-à-dire le pourcentage de viande maigre, et l'épaisseur de gras, est la même pour tous les types génétiques. Alors, en quoi cette problématique est plus sophistiquée? Eh ben, on n'est plus tout à fait dans y a-t-il un effet de ceci sur cela. On est dans est-ce qu'il y a un effet de plusieurs choses sur cela. Plusieurs choses étant l'épaisseur de gras d'une part, mais aussi le type génétique, sur cela qui est le pourcentage de viande maigre. Je me demande si je dois considérer que la droite de régression qui relie le pourcentage de viande maigre et l'épaisseur de gras est une droite de régression commune à tous les cochons, ou est-ce qu'il serait judicieux, et est-ce que ça correspondrait à une réalité, de considérer qu'il faut une droite de régression pour chaque type génétique. Donc dans cette problématique, il n'y a plus une variable explicative, mais deux variables explicatives pour expliquer une même variable réponse qui est le pourcentage de viande maigre. Ces deux variables explicatives sont l'épaisseur de gras, variable quantitative, et le type génétique est une variable catégorielle. Dans le cas où l'effet de x sur y, l'effet de la variable quantitative épaisseur de gras sur le pourcentage en viande maigre, y, serait différent selon le type génétique, donc selon la modalité de la variable catégorielle, on dirait qu'il y a un effet d'interaction entre les deux variables explicatives. Donc cet effet d'interaction va être au cœur de la suite du module. C'est important de comprendre cette notion-là. Je rappelle donc qu'on dira qu'il y a un effet d'interaction entre deux variables explicatives si l'effet d'une variable explicative n'est pas le même selon les valeurs de l'autre variable explicative. On verra cet effet d'interaction dans deux cas. Le cas où les deux variables explicatives sont catégorielles et le cas où
où une variable est catégorielle et l'autre est quantitative. Comment est-ce qu'on aborde cette question? Eh bien, on va l'aborder presque de la manière dont j'ai présenté la problématique, c'est-à-dire on va faire l'hypothèse que pour expliquer YIJ, c'est-à-dire YIJ, c'est la valeur de Y mesurée pour le JM individu du IM groupe. Ici, c'est la valeur de la teneur en viande maigre du cochon, du JM cochon, dans le type génétique I. Alors, je prends d'abord les individus du premier type génétique, P0. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'indice 1 ici. Je vais faire l'hypothèse que dans ce premier type génétique, il y a une équation de régression qui va relier Y et X. Donc Y1J est égal à mu plus bêta. Mu et bêta sont les coefficients de cette droite de régression, l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur. X1J, c'est la valeur de X pour ce même cochon, du premier groupe, le JM cochon du premier groupe, et plus un bruit, une erreur aléatoire, epsilon 1J. Epsilon 1J est distribué selon la loi normale d'écart type sigma et d'espérance nulle. Ok, donc il y a une droite de régression pour les entre Y et X pour les individus du premier groupe. Ben, je vais faire l'hypothèse que pour les individus du groupe I, on n'a pas la même droite de régression. Alors comment est-ce que je fais la différence entre la droite de régression des individus du groupe I et celle du groupe de référence, le groupe 1? Je vais rajouter à l'ordonnée à l'origine un alpha I. Vous voyez qu'ici, au lieu d'avoir mu, on a mu plus alpha I. Et le coefficient directeur, je vais rajouter un gamma I. Les paramètres alpha et gamma vont être des paramètres qui vont mesurer les différences entre les groupes. Donc on est un peu dans une problématique d'effet groupe, sauf que l'effet groupe porte ici sur les coefficients de la régression linéaire. Toujours pareil, quand I est égal à 1, on va retomber sur le modèle ici, donc alpha 1 et gamma 1 sont égaux à 0, et donc il y a seulement alpha 2 jusqu'à alpha grand I, et gamma 2 jusqu'à gamma grand I, qui sont les paramètres d'effet. Alors, en particulier, ces paramètres gamma, on va les appeler les paramètres d'interaction. Pourquoi on les appelle les paramètres d'interaction? Parce que s'ils sont différents de 0, ça veut dire que la droite de régression dans le groupe I, elle n'est pas la même que dans le groupe 1. Et donc la droite de régression, l'effet en particulier le coefficient directeur qui mesure l'effet de X sur Y, ne serait pas le même dans les différents groupes, donc on sera en situation d'interaction. L'effet de X sur Y ne serait pas le même dans les différents groupes. En revanche, si les gamma I sont égaux à 0, eh ben, ça veut dire que l'effet de X sur Y, il est mesuré par un même coefficient bêta, et ce coefficient bêta ne dépend pas du groupe, et donc là on serait en situation de non-interaction, d'absence d'interaction. Donc c'est un modèle qui est en apparence ici un peu plus compliqué que ce qu'on a déjà vu, mais juste je voudrais le relier à ce qu'on a déjà fait. Si je suppose que bêta est égal à 0 ici, et que les gamma sont aussi égaux à 0, je retombe sur le modèle d'indice de variance à un facteur, l'effet du type génétique, sur Y. Si maintenant, donc ça c'est la première situation, l'indice de variance à un facteur, si maintenant je suppose que ce sont les coefficients alpha et gamma qui sont égaux à 0, je retombe sur le modèle de régression linéaire simple qui relie Y à X. Donc ce que je suis en train de vous présenter là, c'est un modèle qui est un surmodèle, en ce sens qu'il contient comme cas particulier le modèle avec l'effet type génétique et le modèle avec l'effet de l'épaisseur de gras. Et il va me permettre de répondre à une question plus fine, ce qui est-ce que l'effet de X sur Y est le même, quel que soit le groupe dans lequel je regarde cet effet? Dans R, comment ça se passe? Alors, c'est là où je vais introduire une nouveauté. La nouveauté, elle n'est pas dans le LM. Je vous ai promis, on n'utilise que LM pour ajuster le modèle. Donc, la nouveauté est dans la formule. Jusqu'à présent, on avait vu des formules quand il y avait plusieurs facteurs, plusieurs verbes explicatives. Après le tilde, on avait une verbe explicative plus une autre verbe explicative. Le plus signifiait que l'effet
de chacune des variables explicatives ne dépendait pas de l'autre variable explicative. Quand je mets un multiplié là, c'est que je lui dis que l'effet du type génétique dépend, je vais le formuler autrement. L'effet de l'épaisseur de gras dépend du type génétique. Le multiplié signifie que je prends en compte une interaction. Donc LMP, variable réponse, pourcentage Jean Vernègre, expliqué par, c'est le tilde, l'épaisseur de gras et le type génétique, mais avec un multiplié ici qui signifie que l'effet de l'épaisseur de gras n'est pas le même selon le type génétique. Je lance cette commande-là et je regarde les coefficients. Alors les coefficients, il y a une explication qui est donnée dans le diaporama, une explication détaillée, mais je vais revenir un petit peu dessus puisque je les ai sous les yeux. On nous donne ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 coefficients. Ces coefficients sont bien les mêmes que ceux que j'ai introduits ici. Mu, bêta, alpha 2 jusqu'à alpha 3, puisqu'il y a 3 types génétiques, et gamma 2 jusqu'à gamma 3. Donc ça fait bien mu, bêta, ça fait 2 coefficients, alpha 2, alpha 3, gamma 2, gamma 3, ça fait 6 coefficients. Maintenant, il faut trouver la correspondance entre les lettres grecques qui sont ici et les valeurs données par R. Intercept, c'est mu. Donc, le bêta, il est donné ici. Ce qui veut dire que la droite de régression dans le groupe de référence, qui est le groupe correspondant au type génétique P0, a pour équation 80,2215 moins 1,46 en arrondi multiplié par l'épaisseur de gras. On a les coefficients ici de la droite de régression pour le type génétique P0. Ce qui vous est donné dans les deux coefficients suivants, ce sont les alpha 2 et alpha 3. Donc pour obtenir la droite de régression, en tout cas l'ordonnée à l'origine de la droite de régression dans le type génétique P25, je prends le mu qui est ici, et il faut que je lui rajoute ce alpha 2 là. Pareil pour le coefficient directeur, là on va avoir gamma 2 et gamma 3. Et donc pour avoir le coefficient directeur de la droite dans le type génétique P25, je prends le coefficient directeur du groupe de référence et je lui rajoute 0,62 ici. Donc ce que l'on observe, c'est que quand on passe de P0 à P25, le coefficient directeur augmente de 0,62 et quand on passe de P0 à P50, il augmente de 0,96. Alors comme il partait de moins 1,46, en fait il va se rapprocher de 0. Donc quand on regarde ça, on dit le coefficient directeur en valeur absolue il est plus fort en P0, il est un peu moins fort, donc l'effet de l'épaisseur de gras est moins évidente pour P25 et elle est encore moins évidente, on se rapproche de 0 pour P50. Donc cette correspondance entre les alpha, les gamma, les mu et les bêta et les valeurs données dans R, elle est rappelée dans ce tableau-là. Donc j'ai rappelé les valeurs et puis j'ai rappelé le nom donné aux différents coefficients. Alors j'attire votre attention sur la nouveauté. Le 2 points là, ça signifie interaction, coefficient d'interaction entre Bfat et puis Gnet, donc ici entre le type génétique et puis l'épaisseur de gras. Et je rappelle la conclusion pratique ici. L'effet de l'épaisseur de gras sur LMP semble plus évident pour le type génétique P0, puisqu'il y a le coefficient directeur qui est le plus grand en valeur absolue. Et puis, il est réduit pour P25 et encore plus réduit pour P50. Est-ce que ces différences sont significatives? Eh ben, on obtient la réponse à cette question en comparant deux modèles. Le modèle, je vais commencer par H0. Le modèle sous H0, c'est le modèle dans lequel tous les coefficients directeurs sont les mêmes, donc tous les gammas sont égaux à 0. Et le modèle sous H1, c'est le modèle dans lequel les gamma i peuvent être différents de 0. Donc on va comparer ces deux modèles exactement avec la même stratégie que celle qu'on a utilisée jusqu'à présent.
J'ajuste les deux modèles d'abord. Le modèle que je viens d'ajuster, il contient l'effet d'interaction. Je vais ajuster maintenant le deuxième modèle, sous H0. J'ai remplacé le multiplié par un plus pour dire que cette fois, l'effet du type génétique est le même, plutôt dans l'autre sens, décidément. L'effet de l'épaisseur de gras est le même, quel que soit le type génétique. Donc je regarde les coefficients et vous allez vous apercevoir que il m'a estimé tous les coefficients, sauf les coefficients d'interaction, les gamma n'ont pas été estimés. Donc ça veut dire qu'il y a moins 0,87 qui est le coefficient directeur qui vaut pour tous les types génétiques. Donc je compare ces deux modèles, lmp.lm et lmp.lm0, grâce à leur somme des carrés des résidus, que je calcule à la main ici juste pour vous les montrer. Donc, somme des résidus du modèle au carré, somme des résidus du modèle sous H0 au carré, donc RSS et RSS0. RSS vaut 229,48, RSS0 vaut 278,27. RSS0 sera toujours plus grand que RSS, puisque le modèle sous H1 contient le modèle sous H0, donc on aura toujours mathématiquement cet écart positif en faveur de RSS0. RSS0 sera toujours plus grand que RSS. L'important, c'est la comparaison des deux, c'est-à-dire entre les deux modèles, ce qui différencie ces deux modèles, c'est l'interaction. Et donc ce qu'il faut comparer, c'est l'écart entre RSS0 et RSS. Et on compare ça à quoi dans une statistique de Fisher? Eh ben, à RSS. Donc on fait le rapport entre RSS0 moins RSS et RSS, ce qu'on fait toujours quand on calcule une statistique de Fisher, mais les sommes de carrés au numérateur et au dénominateur ont préalablement été divisées par les degrés de liberté. Donc rappel pour les degrés de liberté. Pour RSS, c'est toujours pareil, c'est nombre de données, 59 parce qu'il y a une donnée manquante sur un des types génétiques, 59 moins 6 parce qu'il y a 6 paramètres dans le modèle sous H1. Et puis au numérateur, ce qui est un peu nouveau, c'est que pour avoir les degrés de liberté du numérateur, on fait la différence entre les nombres de paramètres des deux modèles que l'on compare. 6 sous H1, 4 sous H0, ça fait 2 degrés de liberté. Je calcule la statistique de Fisher et j'obtiens sa valeur 5,63,40. Donc ça, je l'ai fait à la main pour vous détailler le calcul et pour vous montrer qu'il n'y a rien de nouveau dans la mécanique par rapport à ce qu'on a déjà fait. Mais maintenant, je vais le faire avec la fonction ANOVA, avec laquelle je vais comparer les deux modèles lmp.lm0 avec lmp.lm. La comparaison s'appuie sur la statistique de Fisher. Donc, il vous rappelle que le modèle 1, c'est le modèle avec un plus ici, et donc pas d'interaction. Le modèle 2, c'est le modèle avec un multiplié, et donc une interaction. Chaque ligne correspond au numéro de modèle que je viens de donner ici, modèle 1, modèle 2. Les degrés de liberté, 59 moins 4 pour le modèle sous H0, 59 moins 6 pour le modèle sous H1. Les sommes de carrés résiduelles, RSS0 et RSS, que je vous ai calculé à la main tout à l'heure. Ça, c'est RSS0 moins RSS, qui est donné dans la colonne sum of square ici. Donc ça mesure la variabilité spécifique liée à l'interaction entre les deux variables explicatives. Les degrés de liberté, qui sont ici 2, c'est la différence de nombre de paramètres entre les deux modèles. La statistique de Fisher, on vient de la calculer à la main, là, c'est exactement la même valeur qu'on obtient. C'est RSS0 moins RSS, c'est-à-dire ça, divisé par 2, ça c'est le numérateur, et au dénominateur, on a RSS, c'est-à-dire ça, divisé par 53. Et on obtient 5,6. Et on vous dit que, comme on sait que ça suit une loi de Fisher, soit H0, à 2 et 53 degrés de liberté, ça permet de calculer la probabilité que cette valeur de 5,6 soit dépassée sous H0, et cette probabilité est très très faible, elle est de l'ordre de 6, 10-3, et donc on conclut que il y a bien un effet significatif de l'interaction, que en pratique, ça veut dire que on doit considérer que l'effet de l'épaisseur de gras sur le pourcentage à 20 meg n'est pas le même selon le type génétique.
je reviens une dernière fois sur la diapositive parce que je vous ai préparé un tableau ici dans lequel je résume les explications de toutes les colonnes de cette table d'analyse de variance et le détail du calcul de la statistique de Fisher. Res.df, c'est les degrés de liberté de la résiduelle, donc de RSS. RSS, c'est les sommes de carrés des écarts résiduels. DF, c'est les degrés de liberté de RSS0 moins RSS. Sum of square, c'est RSS0 moins RSS quand on compare modèle 2 par rapport à modèle 1. La statistique de Fisher s'obtient en faisant le rapport que j'ai décrit dans le détail, donc RSS0 moins RSS divisé par au numérateur RSS sur n-2 et puis la p-value du test. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer à travers cette question qui est un peu plus intéressante que juste un effet groupe ou un effet linéaire, mais on va un peu plus loin et on se demande si l'effet linéaire doit être le même dans différents groupes, c'est que vous avez les outils, statistique de Fisher, je compare des modèles, je sais calculer la statistique de Fisher, je sais donc calculer la p-value et donc conclure. Vous avez des outils pour aborder ce type de questions et vous êtes prêts pour aborder des questions dans lesquelles on a des modèles avec non plus un seul effet, y tilde x, y est expliqué par x, mais des modèles plus compliqués avec y tilde x1 plus x2, voire x1 fois x2, comme on a vu dans le cas qu'on vient de voir à l'instant avec l'interaction. Et ça va être le cœur de la suite du module, va être autour de ces modèles dans lesquels on a plusieurs effets et éventuellement plusieurs types d'effets en même temps.